j'ai décidé qu'il fallait retrouver, à partir de vendredi, le confinement. Oh shit, c'est reparti mon kiki. Je bois n'importe quel jaja, pourvu qu'il est, c'est 12 degrés 5. Je bois la pire des finasses, c'est dégueulasse, ça fait passer le temps. Chers auditeurs, chères auditrices, ici Requin qui vous parle. Si vous m'écoutez, c'est que vous êtes toujours en vie. Commençons cette nouvelle émission qu'à de l'habitude en écoutant le camarade Mattei. Avec ma boîte, hier, nous réalisions un déménagement de bureau pour une grosse agence immobilière. Outre le fait que ce genre de personnes ne connaissent pas la crise, si j'en crois le très bel hôtel particulier dans lequel ils s'installent sur le boulevard Haussmann, sachez qu'on en a bien chié. Qu'est-ce que ça stocke d'archives, bordel ? On en a trimballé des dizaines d'armoires métalliques et des centaines de cartons bourrés ras la gueule de dossiers, et pesant au bas mot 40 kilos chacun. J'ai donc passé ma journée à grommeler et à maudire toutes ces pimbèches qui ne savent pas faire un carton équilibré, et qui vous regardent d'un œil un peu méprisant, sué comme un cheval dans des escaliers. Bref, pourquoi je vous fais chier avec mes histoires de gagne-pain ? Parce qu'entre 2 allers-retours et 2 jurons, je regardais mes gars en chier. Aucun n'est déménageur de métier. Il y avait 2 restaurateurs en semi-faillite, un ingénieur au chômage, un étudiant en master d'histoire de l'art qui ne trouve pas d'alternance, et un diplômé de philosophie politique qui n'est pas non plus au mieux niveau carrière. Tous ces gars au top niveau cerveau se retrouvant à en chier et à se latter les mains pour mettre du beurre dans les épinards. Pourquoi avoir embauché ces mecs-là en particulier ? Parce qu'ils font partie de mon crew. Nous avons déjà proposé des chroniques politiques sur la communauté et sur l'appartenance à un groupe. J'avais hier la mise en pratique. Chez nous, personne ne reste sur le carreau, personne n'est coincé sur le bord de la route. Si l'un tombe, un autre le relève, comme dit la chanson. C'est rassurant pour l'avenir de savoir que même si c'est la merde, notre clan est suffisamment solide et diversifié pour venir en aide à chacun. Si j'ai un seul conseil politique ou militant à vous donner, c'est celui-ci. N'oubliez jamais que le militantisme, ce n'est pas seulement faire le con dans la rue en allant coller des affiches la nuit ou en allant se bastonner contre des gars. Le militantisme est un truc global qui doit guider vos choix dans chaque moment de votre vie. Ne pensez pas seulement à votre destin personnel, mais posez-vous toujours la question de ce que vous pouvez apporter au collectif. Vous faites du droit, devenez avocat pénaliste pour sortir vos petits copains de garde à vue au lieu de vous gaver dans la Fusac. Vous avez une boîte, embauchez en priorité des mecs qui vous ressemblent politiquement au lieu de vouloir tirer les coups en embauchant des chances pour la France. Vous avez un poste de décision on ne sait où, filez votre thune à des gars qui vous ressemblent même s'ils sont plus chers. Le nerf de la guerre est économique. Chaque euro dépensé ou investi doit tourner dans le cercle. Je ne vais pas vous faire un cours d'économie sur le ruissellement ou l'économie circulaire, j'en serais bien incapable, mais chaque centime gratté ne doit plus ressortir et doit permettre de financer des gars que vous retrouverez sur une barricade le moment venu. Noël approche, pensez-y quand vous cherchez des idées de cadeaux. Ne filez pas votre thune à nos ennemis, mais filez votre pognon à des gens qui le méritent. Poursuivons maintenant avec les actualités, présentées par Derfonnet. L'actualité de ce jeudi 19 novembre. Code civil. Un député a fait une proposition de loi visant à pénaliser les moqueries basées sur les accents. Quand tu dois faire des lois pour chaque tranche de la diversité, c'est qu'il n'y a plus de société. Vaccin. Qui dit mieux ? Le vaccin Moderna est efficace à 94,5%. Donc Pfizer a refait ses tests et son vaccin est efficace désormais à 95%. Vivement le 110%. Travail. Une fleuriste de Mayenne qui était ouverte a été dénoncée. C'est vrai que vendre des fleurs quand tout le monde déprime, c'est dangereux. On va te couler une bonne dalle de béton et tout ira bien. Prison. Harvey Weinstein a été isolé pour suspicion de Covid. Prends garde à toi Harvey, le suicide te guette. Presse. Les journalistes, on les aime pas trop, mais quand ils manifestent contre la police et une loi de répression, ça devient dur de choisir son camp. Plus sérieusement, la proposition de loi sécurité globale est un joyeux bazar, et pour certains, elle est déjà en vigueur, on dirait. Darmanin demande aux journalistes de se signaler à la préfecture avant les manifestations. De quoi tuer une bonne fois pour toutes les derniers journalistes indépendants qui existent encore, s'il en reste. Progrès. Stop Covid, c'est de la blague. À Singapour, un boîtier dans le genre du chronomètre du vieux prof de PS est déployé. Chacun a donc son petit identifiant et on sait qui il a croisé. Pas de boîtier, pas de sortie. Vivement la mise à jour pour savoir si t'es vacciné. Chauffage. Le gouvernement prévient que nous risquons d'avoir des coupures d'électricité cet hiver avec la vague de froid et la fermeture de Fessenheim. Heureusement, ça ne changera pas grand-chose pour ceux qui dorment dehors. C'est tout pour aujourd'hui, à demain pour une nouvelle chronique d'actu. Allons droit à l'essentiel avec le point politique. Partons d'un problème.
Dans le contexte des sociétés de masse, la politique est toujours plus ou moins une activité de contrôle social exercée par des minorités dominantes sur des majorités dominées. Nulle raison de s'en réjouir, mais il semble bien qu'au-delà d'un certain seuil démographique, l'idéal politique de démocratie directe, participative et autogestionnaire doivent céder sa place au système de la représentation avec tous les phénomènes de confiscation élitaire du pouvoir qui lui sont consubstantiels. La nature de ce contrôle social des masses, depuis longtemps synonyme de la pratique politique concrète, a néanmoins subi de profondes mutations au fil du temps, notamment au XXe siècle. En effet, à partir des années 1920, l'étude scientifique du comportement humain a commencé de prendre la place de la religion et de la philosophie comme fondement de cette pratique politique. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, le conseiller du prince ne débattait plus d'idées à une tribune ou dans un livre, mais s'occupait des stimuli-réponses dans un laboratoire. Ce changement de méthode a donné naissance ou s'est consolidé grâce à de nouvelles disciplines telles que le marketing, le management, la cybernétique, que l'on regroupe sous le terme de sciences de la gestion, et qui sont donc devenus les nouveaux instruments de la pratique politique et du contrôle social. Ainsi, d'une activité d'inculcation d'un système de valeurs, une loi divine ou républicaine, la politique s'est déplacée vers les questions purement techniques d'ingénierie des comportements et d'optimisation de la gestion des groupes. Grâce à ces nouveaux outils, les élites politiques des pays industrialisés ont ainsi pu faire l'économie de toute forme d'axiologie, de discussion sur les valeurs, les idées, le sens et les principes, pour ne se consacrer qu'à une technologie organisationnelle des populations. En l'espace de quelques décennies, les pays développés sont donc passés d'un contrat social fondé sur le langage, l'interlocution, la convocation linguistique de l'humain et l'activation de ces formes de symbolisation à un contrôle social reposant sur la programmation comportementale des masses au moyen de la manipulation des émotions et de la contrainte physique. Et sous cette impulsion, comme le remarque Bernard Stiegler, les sociétés humaines sont en train de passer d'un surmoi symbolisé, la loi au sens général, à un surmoi automatisé, la contrainte technologique pure. Après une transition par le surmoi émotionnel du spectacle, le surmoi étant ce qui oriente le psychisme et le comportement. Autrement dit, la politique qui était jadis l'art de régler les contradictions d'un peuple par l'inculcation chez ses membres d'une loi commune, grammaire sociale structurante et permettant l'échange au-delà des désaccords, la politique est devenue, en 2009, l'art d'automatiser les comportements sans discussion. La fonction symbolique, c'est-à-dire la capacité de rationalisation des émotions et d'articulation dialectique de leurs contradictions dans un discours partagé, la capacité à continuer de se parler alors que nous ne sommes pas d'accord, clé de voûte au tissage du lien social et à l'élaboration d'un sens commun d'un groupe organisé, est directement attaquée par cette mutation. Si le sujet humain est bien un sujet parlant, comme l'indique la psychanalyse, un être de verbe, de parole, de dialectique, donc aussi de polémique, alors on peut dire que ces nouveaux instruments de la pratique politique permettent de faire tout simplement l'économie de la subjectivité et de réduire un groupe de sujets à un ensemble d'objets. Passons maintenant à la pause musicale. Aujourd'hui, Île-de-France, présentée par Lupus. Alors petit retour en arrière musical pour certains auditeurs, avec selon moi l'un des meilleurs titres du groupe de rock identitaire français Île-de-France, la chanson Dictature planétaire. Vous allez sûrement y retrouver quelques incohérences avec le réel, bien que le texte date de 2002, il garde une pesante actualité. Et il dépeint aussi un futur des plus déconstruits. Bon, je vous laisse l'écouter, et bonne découverte aux nouveaux éveillés.
Continuons cet instant culturel avec l'histoire, présentée par Stéphane. Aujourd'hui dans la chronique histoire, je vous emmène loin, très loin, plus précisément au cœur des Andes péruviennes, en Amérique du Sud. Nous sommes en 1532 de la ville de Cajamarca au nord de l'actuel Pérou. Les Espagnols, depuis la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, en 1492, ont conquis une large partie de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud. Malgré la nature souvent inhospitalière du Nouveau Monde, les colons européens progressent chaque jour un peu plus sur cette terre inconnue. Ils fondent des colonies à la recherche de métaux précieux, et en particulier d'or. D'immenses gisements d'argent sont par exemple découverts en Bolivie, qui feront la richesse de la couronne d'Espagne. Les religieux espagnols s'emploient déjà à évangéliser les nombreuses tribus amérindiennes qu'ils rencontrent. La Compagnie de Jésus sera fondée à cet effet en 1534. Il y a déjà 10 ans que le conquistador Hernán Cortés a triomphé de l'empire aztèque en assiégeant sa capitale Tenochtitlan de l'actuel Mexique. Les Espagnols s'emparent des richesses des Aztèques, qu'ils ont massacrés en masse, et développent l'agriculture. Si les Aztèques ont été vaincus en Amérique centrale, il n'en est pas de même pour les Incas. Le vaste empire Inca, qui s'étend sur le Pérou actuel, une partie de l'Équateur, de la Colombie, de la Bolivie, du Chili et de l'Argentine, compte à son apogée presque 2 millions de km² pour une population de seulement 14 millions d'Incas. Il est dirigé par un Indien du nom de Atahualpa. Celui-ci vient de gagner la guerre de succession contre son frère et rival Huáscar. Mais le débarquement des Espagnols en Amérique annonce des jours bien sombres pour l'empire Inca. Intrigué par ce peuple qui lui est inconnu, l'empereur Atahualpa invite le conquistador Francisco Pizarro dans son palais près de Cajamarca. Pizarro accepte l'invitation dans un premier temps avant de se raviser. Impressionné par le campement de l'armée Inca et craignant une embuscade, il préfère envoyer son frère avec une escadre de 40 cavaliers à la rencontre de l'empereur. Arrivé au palais, Atahualpa fait attendre les Espagnols qui s'impatientent et commencent à s'énerver. Finalement, l'empereur apparaît. Il donne rendez-vous aux Espagnols le lendemain à Cajamarca. La rencontre n'est guère cordiale, les Espagnols et les Incas se considérant mutuellement avec beaucoup de dédain. Le lendemain, Francisco Pizarro, le gouverneur en personne, vint à la rencontre d'Atahualpa. L'empereur arrive à Cajamarca, mais trouve la place vide. Il croit à tort que les Espagnols se sont cachés de peur devant lui. Un prêtre espagnol, envoyé par Pizarro, offre une Bible à l'empereur et le conjure de se convertir au catholicisme. L'empereur, ne sachant pas lire, jette alors la Bible à terre. Le prêtre, effrayé, s'enfuit. Pizarro se sert de cet incident pour déclencher l'attaque. Les Espagnols, armés de fusils et montés sur leurs chevaux, massacrent les Incas, qui étaient venus désarmés. Les survivants sont faits prisonniers. L'empereur lui-même est capturé. Les survivants qui s'étaient enfuis dans la vallée sont pourchassés et massacrés jusqu'au dernier. Connaissant l'intérêt que portent les Espagnols aux métaux précieux, Atahualpa leur propose une énorme rançon en or et en argent, en échange de sa liberté. Malgré le versement de 12 tonnes d'or et d'argent en guise de rançon, les Espagnols ne tiennent pas leur parole. Initialement condamné au bûcher, Atahualpa sera finalement exécuté au garrot. Juste avant de mourir, il se convertit finalement au catholicisme, attiré par la croyance en la vie après la mort. Ainsi fut anéanti l'Empire Inca. Quelques empereurs seront placés sur le trône par les Espagnols, avant que cette terre ne soit formellement déclarée propriété de la couronne d'Espagne. Sans transition, la littérature, présentée par Ravage. L'épisode Indochine-Algérie fascine chaque génération dans notre famille politique. L'exotisme des combats aux confins de l'empire colonial mourant, le désir d'une jeunesse qui, n'ayant pas digéré la défaite de 40, voulait à tout prix redorer le blason national, le romantisme des causes perdues, etc. Pourtant, en prenant un peu de hauteur et en se cantonnant au seul résultat, celui-ci n'est pas brillant. 2 guerres, 2 défaites. Jean Lartégui, nom de plume de Jean-Pierre Lucien Hosty, né en 1920 et décédé en 2011, est sans doute l'écrivain français ayant le mieux retranscrit l'esprit de cette génération particulière. Il l'a connu intimement pour avoir participé à plusieurs conflits en tant que soldat, en Afrique et en Corée, puis en tant que correspondant de guerre en Indochine et en Algérie. Parmi ses nombreux reportages et romans, la substantifique moelle de son œuvre est contenue dans 2 ouvrages, Les Centurions, paru en 1960, et sa suite, Les Prétoriens, paru en 1961. L'histoire commence à la chute du camp retranché de Dien Bien Phu, quand les restes de l'armée française, encore sous le choc de la défaite, échouent dans les camps de prisonniers Viet Minh pour y mourir comme des mouches et subir le bourrage de crâne et la rééducation. Cette expérience fondatrice révélera à ceux qui y survivront à quel point l'époque a changé. Face à une insurrection, on ne peut opposer qu'une contre-insurrection encore plus sournoise,
Et face à une idée comme le communisme ou l'indépendance, on ne peut opposer qu'une autre idée encore plus forte et plus radicale. Le retour en France est douloureux et retranscrit avec brio. Chacun dans son milieu, Glatini, l'aristo militaire de tradition, Esclavier, le fils de prof gauchiste, Boiffera, le roublard, et Raspegui, le berger basque, découvrent à quel point ils n'ont plus rien à voir avec ce peuple déjà vieux et fatigué des grandes idées, n'aspirant plus qu'à s'endormir tranquillement dans le confort d'après-guerre. L'Algérie commence, et notre équipe repart pour un tour avec cette fois une seule idée en tête, gagner par tous les moyens. Contre-insurrection, retournement, action sous faux drapeau, détournement de manifestations, etc. Les soldats de la vieille armée coloniale vont se changer en guerriers politiques. À la lecture de ces ouvrages, le premier élément marquant est l'énergie de l'écriture. Avec l'Artéguy, on vit pleinement les émotions et la fougue de cette jeunesse qui a tenté de s'insurger contre la fatalité. Leurs révoltes sont les nôtres, et les personnages en deviennent nos frères. L'autre aspect marquant est l'actualité des thèmes soulevés au fil des péripéties. Romans historiques et d'aventure, les centurions et les prétoriens sont également une réflexion sur la chute de l'Occident, le sacrifice de ses éléments les plus saints pour sauver une société décadente, la trahison de l'arrière et la haine mêlée de fascination pour l'ennemi qui, lui, sait encore pourquoi il se bat. Jean Lartéguy ouvre ces deux livres par deux phrases qui résument tout. Je dédie ce livre au souvenir de tous les centurions qui périrent pour que Rome survive. Je dédie ce livre au souvenir de tous les prétoriens que des Césars firent massacrer pour ne pas payer de solde ou pour sauver leur propre vie. Et enfin l'éphéméride, présenté par Clayton. Éphéméride du jeudi 19 novembre 2020. 323e jour de l'année selon notre ami Grégoire et jour du cormier pour le calendrier républicain. Il ne reste plus que 42 levées de soleil avant le terme de la révolution terrestre, et laissez-moi vous rassurer, nous vivons toujours dans le meilleur des mondes. Chers auditeurs, aujourd'hui nous vous présenterons un florilège d'événements ou de personnages liés au 19 novembre, et cela se fera chronologiquement. 19 novembre 336, l'empereur avant-gardiste Constantin Ier, qui aime entre autres faire construire des villes entières qui portent son nom, vous me direz, c'est pas le seul, Ave nos gens le retrouve. Bref, Constantin, qui est un réformateur, promulgue une loi pénalisant les bâtards, afin de les empêcher d'hériter et d'accéder à des charges importantes. Les bâtards étant légion de nos jours, ils doivent s'estimer heureux qu'on ne fonctionne plus ainsi. Hein, les bâtards ? 19 novembre 752, le pape Étienne décède d'apoplexie, mais en fait, il n'est pas vraiment pape. Pourquoi ? Tout simplement, il est mort 3 jours après son élection et n'a pas été consacré évêque de Rome. Du coup, il n'y a pas grand-chose à dire sur son pontificat, et le pauvre est souvent oublié des listes de papes. 19 novembre 1306, Robert de Bruce est couronné Robert Ier, roi des Écossais, après avoir servi sous le joug anglais, puis s'être révolté contre les mêmes Anglais avec William Wallace. Il se remet au service des Anglais et est nommé gardien d'Écosse conjointement à John Comyn. Plusieurs années après, Robert réclame pour lui la couronne d'Écosse et doit tuer John Comyn qui s'y oppose. Pour la petite histoire, est sorti aussi au cinéma en 19 novembre le film Braveheart, une œuvre pleine de vérités historiques et avec des hommes en jupe qui montent leur cul. 19 novembre 1907, naissance de l'économiste français Jean Fourastier. Vous ne vous en rappelez pas, peut-être, mais vous le connaissez. Rappelez-vous vos cours d'histoire au lycée et votre prof déclamant « Jean Fourastier est l'homme qui a inventé l'expression « les 30 glorieuses », où en fait, on en fait encore des cauchemars. D'ailleurs, nous, on aurait plutôt appelé ça les 30 années de gavage d'une génération individualiste de merde ayant abandonné tout honneur pour plus de confort, ayant laissé le monde dépérir dans une gigantesque partouze mondialisée. Mais on vous l'accorde, ça fait un peu plus long, même en acronyme. Chers auditeurs, pour clore cette éphéméride, je vous dirai qu'aujourd'hui, selon l'ONU, c'est la journée de 2 passions toutes particulières à l'homme, celle des toilettes et du jeu d'échecs. Et du coup, même si on n'a pas très bien compris les règles, j'avance à reculons et échec au trône. Chers auditeurs, chères auditrices, merci de nous avoir écoutés et je vous dis à demain pour une nouvelle émission de Radio Virus.